Salut gang! Bon, hey, c'est déjà rendu le 6e balado Parlons-en donc. Je suis assez content aujourd'hui. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup. En fait, que j'admire, en fait. Je la connais peu, mais maintenant je la connais plus. Je vous le dis encore, parce que comme d'habitude, la présentation, je l'ai faite après qu'on ait enregistré le balado. Véronique est avec nous là. Puis vous allez voir, le balado, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment bon. C'est une femme extraordinaire qui a été, entre autres, mais tu sais, son CV est long comme le bras, ça prendrait 3 heures à le lire. Mais mettons juste ce qu'elle a fait en politique, députée de Joliette, de décembre 2008 à 2022, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice en 2009, ministre délégué aux services sociaux et à la protection de la jeunesse, ministre responsable de la région de la Naudière de septembre 2012 à avril 14, candidat à la course à la chefferie du PQ en 2016. Mais tu sais, bon, son CV, regardez, c'est long de même. Il y a des feuilles, puis il y a 3 pages de même. C'est une femme extraordinaire qui a réalisé des choses, vous allez l'entendre, mais que la façon dont elle l'a fait, en tout cas, pas grand monde avait fait ça avant. Elle a fait de la transpartisanerie. Elle a réussi à faire travailler tout le monde ensemble pour des enjeux importants comme l'aide médicale à mourir et les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle. 2 réalisations marquantes, en fait, des 15 dernières années au Québec. Alors, elle est avec nous, puis elle va tout nous raconter ça. Fait que je vous en prie, restez avec nous. Merci, à tantôt. Bon, ben Véronique Yvon, je suis content de t'accueillir. Merci vraiment d'être ici ce soir. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Denis, pour l'invitation. Ben écoute, je suis bien excité. Je veux dire, moi, je te vois aller. Toi, tu as fait de la politique active plus avant que moi, je commence à en faire de façon politique. Moi, ça fait longtemps que je fais de la politique quand même de différentes façons, mais tu en as fait avant, que je te regardais, puis là, tu es en face de moi, fait que je suis bien content. Ben, merci. Moi, je te voyais dans les films, j'étais bien impressionnée, puis là, j'étais en face de moi. Écoute, il n'y a pas qu'à d'affaires, j'ai envie de te parler, mais là, honnêtement, j'avais envie de commencer, genre... moi, je suis bien excité de la situation politique en ce moment au Québec. Tu sais, excité parce que, on le voit, le PQ monte des sondages. Ça reste des sondages, l'élection est dans 3 ans, mais c'est quand même trippant. C'est quand même trippant. Moi, de mon point de vue, à Ottawa, tu sais, moi, je vois ça, c'est nous qui allons aller au BAT avant. Tu sais, on va aller, d'ici 1 an, 1 an et demi, on va aller en élection. Moi, je me dis, tu sais, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire élire un maximum de députés bloquistes pour pouvoir aider à faire en sorte qu'il y ait un gouvernement, un parti indépendantiste qui soit élu à Québec en 2026. Puis peut-être aller encore en consultation, à faire un référendum d'ici 2030, puis foutre le camp. Il y a comme, tu sais, l'ambiance politique, tu le vois, tu sais, François Legault, qui avait dit qu'il ferait des batailles contre Ottawa, puis qu'il gagnerait des batailles, tu sais, à la campagne, qui disait aidez-moi à faire élire le maximum de députés pour que j'ai du bargaining power avec Ottawa. Puis on voit que ça n'arrive pas. En immigration, en plein domaine, ça n'arrive pas. Il y a pas en santé, il n'y a pas de victoire. Il revient avec la queue entre les jambes. Puis bref, le climat politique est le fun. Puis Paul Saint-Pierre est assez, comment je dirais ça, offensif sur ces affaires-là. Tu sais, il est toujours en train de souligner, pas juste genre Québec, il souligne le contexte en disant hey, si on était indépendant, tout ça. C'est très le fun. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe en ce moment? Tu es excité? Même, je te dirais, j'oserais même te poser la question. Tu réfléchis-tu à un retour en politique? Ah, c'est drôle, hein? C'est drôle comment les gens reçoivent tout ça et me demandent cette question-là en voyant cette remontée-là. En fait, moi, ma décision, je ne l'ai pas prise quand j'ai décidé, après 14 années de vie politique active, de quitter il y a 1 an et demi. C'était pas lié à la conjoncture. Au contraire, je dirais que quand ça va moins bien, ça peut me pousser à redoubler d'ardeur pour faire tous les combats. Donc, fait que c'est pas une question que je me pose, mais c'est sûr que c'est réjouissant. Puis je pense qu'au-delà du mouvement souverainiste, au-delà du fait des idées dans lesquelles on croit, qui ont des chances de redevenir plus de l'avant, puis de pouvoir vraiment être implanté. Ce qui est formidable là-dedans, c'est que d'un point de vue démocratique, on voit que tout est possible et que même, puis pour l'avoir vécu de l'intérieur, assez je dirais clairement, à chaque jour où on nous disait « mais qu'est-ce qui arrive
arrivé avec le PQ, puis le PQ, c'est fini, puis le PQ, c'est mort, puis voyons comment ça se fait qu'il y en a encore qui sont là. Bien, l'idée, c'est de montrer que la force démocratique, elle est telle qu'il y a des revirements que beaucoup, beaucoup de gens ne peuvent pas voir venir et qui arrivent. Et ça, je pense que même au-delà du mouvement indépendantiste et des gens qui ont des sympathies naturelles depuis longtemps pour le Parti québécois, c'est porteur d'espoir pour la démocratie. Ouais. Les choses ne sont pas figées en démocratie. Et il y a eu tellement d'adversité pour le mouvement, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, que c'est incroyable de voir comment les choses peuvent changer à force de travail, de rigueur, de conviction, surtout très, très profonde, d'authenticité et aussi d'intelligence. Et je pense qu'on voit là aussi un résultat de s'intéresser, de s'adresser à l'intelligence des gens. Et c'est un contre-exemple intéressant dans je dirais, le grand magma politique que l'on voit parfois sur la scène internationale. Avec, et même nationale, et même à Ottawa. Tout à fait. Et je pense que cela est aussi lié à cette remontée pour les idées, pour les convictions, pour l'authenticité. Fait que, voilà, je pense que c'est quelque chose de réjouissant pour les indépendantistes, mais de réjouissant pour ceux qui croient en la démocratie aussi. Tout à fait. Tu as raison, parce que tu sais, nous autres, en ce moment, on est à Ottawa avec les conservateurs, on est dans une période où on est confronté, je pense que c'est la première fois au Canada, là, sauf erreur, là, à de la politique à l'américaine un peu. C'est-à-dire que des demi-vérités, des faussetés, on attaque de façon vicieuse l'adversaire. Tu sais, Poilievre, sur les conservateurs sur la taxe carbone, ils disent n'importe quoi et son contraire. Ils nous attaquent, ils nous reprochent. Tu sais, si tu les écoutes, là, l'inflation, en ce moment, s'il y a des fils des manques alimentaires au Québec, c'est à cause du Bloc québécois. Tu comprends? Puis à coup de slogan... Vous êtes beaucoup, beaucoup sur leur écran radar. Ben oui, tout à fait. Puis les autres, c'est axe de taxe, fix the budget, common sense, des slogans que ça prend plus que 2 paragraphes pour défaire la rhétorique fausse qui t'envoie d'en face. Puis les gens, qu'est-ce que tu veux? Les gens sont dans la vie, ils sont pas toujours en train de lire la politique, puis de s'informer de façon complète. Fait que sur un enjeu, des fois, tu as de la misère. Puis là, on se fait rentrer dedans. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, le Québec semble résister. C'est peut-être probablement pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon, ça fonctionne aussi. Quand tu dis qu'il s'adresse à l'intelligence, le Québec semble résister à la vague conservatrice en ce moment. T'sais, à travers le Canada, ça a l'air, le feu est pas mal parti, mais le Québec résiste encore. Probablement parce qu'effectivement, les gens ils font attends une minute, là, wow, le cave, tu peux pas dire n'importe quoi de même. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, en tout cas, en ce moment, ce qui m'excite beaucoup, c'est ça. Les 5 prochaines années au Québec, moi, de militer pour que c'est ça, qu'il y ait un parti indépendantiste, après ça qu'on fasse une consultation puis qu'on foute le camp. Parce que Ottawa, c'est rock and roll, c'est tough, ils nous aiment pas, ils nous méprisent. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez pas le pouvoir, à quoi vous servez? Enfin bref, on est là-dedans. Puis moi, les perspectives sont bien excitantes. Oui, il y a un 3e cycle qui s'amorce. Qu'on n'avait pas vu venir, hein? Et puis, il est venu plus vite que je crois beaucoup s'y attendait. Parce que quand on pense qu'il y a 2 ans, juste de penser qu'il y aurait des questions sur la souveraineté, que ce serait un sujet dont on discuterait dans les médias, plusieurs auraient dit que c'était une lubie et que ça n'arriverait pas. Or, en ce moment, on voit que même à l'Assemblée nationale, je veux dire, la tribune de la presse pose des questions sur l'agenda souverainiste de Paul Saint-Pierre Plamondon. On demande aux autres partis dans quel camp ils vont être s'il y a un autre référendum. Donc, tout ça n'était pas sur l'écran radar, effectivement. Non, puis il y a des victoires qui sont gagnées. Avant de sauter à d'autres sujets, tu sais, son budget de l'an 1 au mois d'octobre, tu sais, il y a des gens qui vont y venir ça en disant c'est toujours un peu touchy de dire que ça va coûter de temps, on va économiser de temps, puis tout. Mais ma foi, on dirait que même les fédéralistes admettent maintenant que ça se peut. Alors que c'était un épouvantail il y a 20, 25, 30 ans. Maintenant, ça ne l'est plus. Comme, OK, ouais, probablement qu'on gagnerait quelques milliards. À la limite, on en perdrait peut-être un, mais on aurait un sentiment de fierté qui ferait en sorte qu'à terme, on gagnerait. C'est comme plus un enjeu, on dirait. Puis, en fait, la transparence est, je pense, toujours gagnante. Ouais. Donc... Écoute, Véronique, une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie que tu viennes à mon balado, c'est parler de
tu as fait des réformes majeures. Hein, dans ton passage en politique, tu n'as pas passé inaperçu. Tu as quand même réussi des affaires qui n'ont absolument pas de bon sens. Parce que ce qui n'a pas de bon sens, c'est, les réformes en tant que telles, des projets de loi sur des sujets délicats que tu as réussi à amener, à porter, en fait, pendant des années, en rassemblant tout le monde, en disant, tu sais, moi, j'admire ça, parce que moi, je suis à Ottawa en ce moment, moi, j'ai pas ça, tu sais. On n'est pas toutes faites pareil, non, effectivement. J'ai vraiment pas ça. Moi, je te jure. Il y en a qui sont plus dans le œil pour œil, dent pour dent, action-réaction. Hein? Tu sais, moi, je te dirais qu'un de mes plaisirs, tu sais, dans la vie, j'ai passé ma vie d'adulte à haïr avec ferveur les libéraux. Trudeau Père, Jean Chrétien, toute la gang. Puis là, ils sont en face de moi, tu sais, à tous les jours. Puis je peux me payer la traite, tu sais. Fait que, tu sais, je me gêne pas. Je me fais pas tant d'amis que ça dans les autres partis. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver, mais c'est pas dans mon ADN tellement. Toi, oui, en fait. Puis tu as réussi à faire 2 réformes majeures. Enfin, je vais te lancer dans la première. L'aide médicale à mourir, c'est un sujet vraiment hyper délicat. Nous, on en parle à Ottawa aussi. Toi, tu as mené une réforme. J'ai goût de te lancer, genre, d'où c'est venu, puis comment tu as fait pour patenter cette affaire-là? Au début, il y avait des résistances à gauche et à droite. Puis là, comment tu as fait pour rassurer tout le monde? Puis d'ailleurs, on avance. Puis, tu sais, là, je t'écoute te lancer là, pour nous expliquer un peu la genèse de ça, puis comment ça s'est... les étapes de ça. Bien, la base, je dirais, c'est la confiance. C'est, je veux dire, au-delà d'expliquer concrètement comment on y est arrivé, c'est de dire, OK, jusqu'à preuve du contraire, je vais faire le pari de la confiance. Parce que même si on est dans un milieu ultra polarisé, où on s'obstine sur un paquet d'enjeux, où on ne voit pas du tout le développement de la société de la même manière, on n'a pas les mêmes positions, il y a des éléments, des débats de société sur lesquels on devrait avoir la maturité de s'élever au-dessus des lignes partisanes pour le bien supérieur de chacun et chacune d'entre nous puis de tous les Québécois. Donc, tu fais le pari de la confiance en te disant... Si quelqu'un renie la confiance, ben c'est cette personne-là qui devrait se justifier. Puis quand c'est pour un enjeu aussi important que les soins de fin de vie puis l'aide médicale à mourir, qui touche absolument tout le monde dans son humanité et dans son état d'humain, bien évidemment, ça peut être plus compliqué de te justifier auprès de l'opinion publique sur pourquoi finalement tu as lâché le train, pourquoi tu as tiré la couverture de ton côté. Fait que moi, j'étais très confiante qu'à partir du moment où on s'entendrait pour travailler ensemble, il y avait de bonnes chances que ça tienne, même s'il y avait des sceptiques, et il y en avait plusieurs. Ben oui, c'est ça. Et il y avait des prophètes de malheur qui disaient « c'est certain que ça ne marchera pas », puis à un moment donné, la partisanerie va rembarquer là-dedans, puis vous allez peut-être travailler super fort, puis finalement, ça aboutira pas parce que quelqu'un voudra plus travailler de manière transpartisane, puis ça va être super polarisé. Dans la société, oui, c'est exact, ça. Exact, ça va être super polarisé dans la société. T'sais, aujourd'hui, là, on a évolué grâce à toi puis grâce à ce travail-là. T'sais, aujourd'hui, l'opinion publique a évolué, mais en 2009, quand tu as commencé tout ça, là, je me rappelle pas des sondages. Les sondages étaient quand même favorables. Oui? L'opinion publique était majoritairement favorable. Mais c'était pas le niveau de consensus. Et il y avait des poches de résistance quand même importantes et pas parmi les moindres, parce que le milieu des soins palliatifs avait des craintes, puis que ça découragerait les investissements dans les soins palliatifs, ce qui finalement n'a pas été le cas. Puis on a tenu compte de ça. Mais pour revenir à la genèse, bref, si tu me dis c'est quoi le plus grand pari derrière ça, c'est quoi l'élément de base, bien, c'est d'être capable de se faire confiance entre adversaires politiques, ce qui n'est pas naturel et inné, et qui prend, oui, je pense, une certaine attitude par rapport à la politique, mais un peu comme l'appétit vient en mangeant, quand tu vois que c'est possible d'y arriver, bien, ça te donne le goût de continuer à bâtir puis à travailler de cette manière-là, et c'est pour ça que je pense que l'approche aussi fait des petits pour une autre question qui est les tribunaux spécialisés sur laquelle on pourra peut-être revenir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'automne 2009, il y avait, je dirais, une rencontre de circonstances quand j'ai décidé de tendre la main puis de déposer une motion pour créer une commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. C'est que pendant l'automne 2009, bien, il y avait juste pour être sûr, juste faire un point, là, parce que c'est vraiment intéressant. À l'époque,
quel pays dans le monde avait déjà des législations pareilles? Il y avait essentiellement... Non, pas les pays scandinaves, c'est les Pays-Bas et la Belgique. OK. Et qui avaient de véritables législations. Et 2 États américains qui, eux, avaient une ouverture. Et la Suisse, mais qui a une approche quand même différente, mais où une forme d'aide à mourir existait. Donc, essentiellement, ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc, voilà. Donc, tu étais vraiment une précurseuse. Oui. Bien, en fait, je l'étais. Puis ce qui est formidable, c'est que la société québécoise l'est devenue. Puis moi, je me suis lancée là-dedans sans a priori. C'est-à-dire que ce qui m'importait le plus, c'est qu'on donne un espace pour faire le débat correctement et non pas à coup de lettres ouvertes ou de personnes qui ont plus de pouvoir médiatique pour faire valoir un point de vue par rapport à un autre. Je trouvais tu parles ça... des membres des autres partis, là. Bien, des autres partis ou surtout dans la population. C'est-à-dire que quand tu sens qu'un débat est en ébullition puis qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent que ce débat dans la population se fasse, je pense que c'est important comme élu de favoriser l'établissement d'un cadre où la sérénité va pouvoir être au rendez-vous pour s'assurer que les choses se font correctement. Par opposition, par exemple, à dire on va se croiser les bras, ce qui a été l'attitude du fédéral, puis on va attendre qu'une décision des tribunaux nous tombe sur la tête. Puis là, après, on va avoir un couteau sous la gorge pour dire oups, on a 6 mois pour légiférer puis pour avancer. Donc, moi, j'avais cette conviction-là profonde. Ça faisait un peu moins d'1 an que j'étais en politique, mais que c'était important, quand on avait le privilège d'être élu, de mettre ses culottes pour faire en sorte que ces débats-là qui sont en ébullition dans la société, on se les approprie, on ait le courage de les faire comme élus avec la population puis de donner un cadre. Fait que ça m'animait beaucoup. Puis quand, justement, à l'automne 2009, il y a eu certains événements, il y a eu le Collège des médecins qui a déposé un rapport sur toutes les questions éthiques qui confrontaient les médecins face à leurs patients qui étaient en fin de vie, puis qui étaient arrivés avec cette idée très intéressante de dire, bien, peut-être qu'on peut voir une forme d'aide médicale à mourir sur un continuum de soins pour accompagner les gens, pas pour qu'ils meurent, mais pour qu'on puisse endiguer leur souffrance. Et parfois, la seule solution, quand la personne ne trouve plus de sens à cette souffrance-là, qu'elle est en fin de vie et qu'elle ne peut plus endurer cette souffrance-là, ça peut peut-être être une forme d'aide à mourir. Donc, le Collège des médecins, qui sont venus par la suite aussi faire des débats, M. Truchon, Mme Gladu. Ah oui, je me suis mêlée. Oui, exactement. C'est que, donc, le Collège a eu un rôle important. Il y a eu des gens qui ont pris la parole, comme je me souviens d'un citoyen de Québec, Ghislain Leblond, qui était affecté d'une maladie dégénérative, qui a dit « Moi, j'aimerais ça que le Québec s'empare de ce débat-là. » Et moi, j'avais déjà une sensibilité qui remontait à mes années d'études à l'université en droit, parce que pendant que j'étais en droit, la décision de Sue-Rodriguez, dans l'affaire Sue-Rodriguez, est sortie. C'était une femme de la Colombie-Britannique qui s'était adressée aux tribunaux, s'était montée jusqu'en Cour suprême. Elle souhaitait pouvoir avoir la possibilité d'avoir une forme d'aide médicale à mourir. Elle était aux prises avec la maladie de Lou Gehrig. Et il y a eu un jugement de la Cour suprême, 5 juges qui refusaient cette possibilité-là en disant non, le code criminel doit continuer à s'appliquer, si je résume grossièrement, et 4 qui auraient été pour dire qu'il y avait une discrimination et qu'elle devrait avoir droit à une forme d'aide à mourir et que c'était justifié. Fait que bref... Attends, juste comprendre, il y avait une discrimination? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, elle, en fait, elle évoquait ses droits et libertés pour dire qu'elle n'avait pas la capacité d'être aidée et qu'en fait, il y avait une atteinte, pas nécessairement une discrimination formelle, mais une atteinte à ses droits. Parce qu'on ne pouvait pas l'aider. Exactement. Et donc, à son droit à la dignité, son droit donc, au respect de sa volonté, puis tout ça. C'est pas évident à plaider comme affaire, non, ça a été une cause très, très célèbre qui s'est soldée par un résultat très serré de 5-4 pour le statu quo. Et moi, j'étais, c'est ça, dans mon parcours de droit, puis ça m'avait beaucoup frappé. Tous les enjeux de droit médical, de droit de la santé, d'éthique en santé m'interpellaient beaucoup.
Puis, ça m'a toujours suivi, c'est-à-dire cet intérêt-là à travers ensuite mon parcours professionnel. Puis, j'ai aussi, comme toute personne, accompagné des gens en fin de vie, vu la réalité des soins palliatifs, vu comment il y a des gens qui ont des fins de vie tout à fait à leur image, dans la sérénité, mais qu'il y a des personnes qui peuvent souffrir atrocement aussi en fin de vie et qu'avec parfois même les meilleurs soins palliatifs, il y a des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques ou existentielles, qui demeurent. Donc, tout ça faisait que j'avais une grande sensibilité par rapport à ces enjeux-là et que quand, à l'automne 2009, il y a comme eu différents jalons, différents éléments qui ont ramené ce débat-là à l'avant-scène, moi, je me suis dit... Le Québec a un rôle à jouer là-dedans. Je suis une élue, j'ai un privilège incroyable. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale pour voir le train passer. Je suis là pour faire mon travail le mieux possible, faire advenir des changements de société qui peuvent vraiment nous amener plus loin. Et c'est comme ça que j'ai d'abord amené l'idée à mon caucus de dire est-ce qu'on pourrait se saisir de l'enjeu? Et l'option numéro 1 que je privilégiais, c'était d'essayer de le faire de manière transpartisane en me disant si jamais ça ne fonctionne pas, bien, on verra, nous, comme formation politique, ce qu'on peut faire. Mais d'abord et avant tout, je me disais ça vaut la peine de prendre le pari, la transpartisanerie, parce qu'il me semble que l'intérêt par rapport à la cause justifie qu'on travaille tout le monde ensemble. Puis c'est peut-être la chance du débutant, parce que j'étais une nouvelle élue, mais la motion a été... ça doit être ça. Mais la motion a été acceptée à l'unanimité, puis Mme Marois m'a nommée comme représentante du parti, donc vice-présidente sur cette commission-là. Puis ça a été... Tu parles de motion, c'est une motion qui... qu'on a déposée pour créer la commission spéciale. La commission. Exactement. Okay. Donc, la création de la commission en décembre 2009. Et de là est partie toute cette aventure-là qui nous a menés aux quatre coins du Québec parce qu'on est allé à la rencontre de la population. On a voulu entendre les gens, pas juste les groupes, pas juste les associations, pas juste les experts, mais la population dans ce qu'elle avait à nous dire. Puis ça a été une expérience humaine, politique et parlementaire hors du commun. Ah ouais. Puis on a été vraiment, je pense, transformés comme parlementaires puis comme humains là-dedans. Donc, c'était formidable. C'était formidable parce qu'on vivait... Qui y avait là-dessus? Qui y avait sur la commission itinérante? Bien, le premier président, c'était Jeffrey Kelly. Et puis ça, c'était assez extraordinaire aussi parce que on était comme un duo improbable du vieux routier libéral fédéraliste du West Island, la jeune députée souverainiste de Joliette. Et puis, on s'est entendu à merveille. Et on a été tout le temps capable de travailler pour le sujet qui était le nôtre. Et puis, ça a été une rencontre vraiment très riche. Puis, je pense qu'on s'est beaucoup, beaucoup soutenu, aidé, inspiré là-dedans. Puis, en cours de route, bien, lui a été nommé ministre. C'était un matin, d'ailleurs, où on siégeait, je vais m'en souvenir toujours, au Centre des congrès. On est en audition. Puis, coudonc, c'est étrange, hein? On commence à 9h30. Il est 9h25, Jeff n'est pas là. On sait qu'il y a un remaniement à 10h. 9h30, nos invités sont arrivés. Jeffrey n'est pas là. Il n'était pas ministre à l'époque. Il était pas, puis il est devenu ce matin-là, fait que branle-bas de combat. En tout cas, c'était... Puis finalement, c'est Maryse Godreau, députée de Hull, qui est devenue une amie, qui a pris la relève. Et donc... puis il y avait des gens de toutes les formations politiques qui étaient représentés. Donc, on était comme, je dirais, le noyau dur, là, une dizaine de députés qui ont fait toute cette tournée-là ensemble. Pierre Reid, enfin, je peux pas tous les nommer. Beaucoup. Puis, Amir Kadir, et puis au Parti québécois, il y a eu Monique Richard. Okay. Puis, il y a eu aussi la députée de Noëlla Champagne, la députée de la Mauricie. Fait que, bref, voilà. Puis, on est allé dans 8 régions du Québec. Puis, ça a été extrêmement fort comme expérience parce qu'on était capable, même si on était dans un climat très, très, très difficile à l'Assemblée nationale, c'était des années de débats sur l'obtention d'une commission d'enquête, sur les scandales dans l'industrie de la construction. Fait que c'était très chargé, mais à chaque fois qu'on fermait la porte de nos auditions puis ensuite de nos délibérations. C'est terminé. Exact. On était capable de s'élever. J'imagine que la gravité de l'enjeu aplanissait un paquet d'affaires. Tout à fait. C'est pas un travail qui serait possible sur tous les enjeux. Complètement. Hein? Puis ça, il faut faire attention parce que des fois, les gens... c'est drôle aussi, hein? Des fois, les gens me disent « Ah! » Ils me disaient ça, mettons, en politique.
Vous avez posé une question difficile aujourd'hui au ministre de l'Éducation ou au ministre de la Famille, mais vous n'êtes pas dans la transpartisanerie. Puis j'expliquais toujours, je suis dans la transpartisanerie pour les enjeux qui peuvent nous mener à la transpartisanerie. Mais en politique, en démocratie, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des combats d'idées. Je veux dire, c'est le cœur de la démocratie, puis il faut être capable de demander des comptes, il faut être capable d'amener nos idées aussi. Mais quand les enjeux le permettent, le commandent même, je dirais, je pense qu'il faut foncer puis se donner cette marge de manœuvre-là. Donc non, tout n'est pas sujet à un tel exercice, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'opportunités qu'on devrait saisir travailler de cette manière-là que ce qu'on le fait. Puis comment tu faisais, mais juste revenir à un petit point que tu as nommé tantôt qui m'intéresse, tu disais, c'était une époque où ça brassait pas mal sur d'autres enjeux. Fait que j'imagine que tout était en période de questions. Puis effectivement, comme tu disais, tu peux poser des questions difficiles, puis trouver que ceux qui siégeaient avec toi à la commission sur d'autres enjeux qui étaient imbuvables, que tu n'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Comment tu faisais une fois que la porte se refermait, justement, pour dire, et oublier que il aurait dû investir plus pour des logements sociaux ou donner plus pour les aînés. Fouille-moi. Ça prend une grande... je pense que ça prend une grande maturité collective dans la dynamique que tu crées dans ta commission. Okay. Puis quand il y en a qui, des fois, on sentait qu'ils étaient plus heurtés ou que là, il y avait besoin de leurs 5 minutes pour reprendre leurs esprits avant d'être dans l'esprit transpartisan, on s'agaçait un peu en disant « Ouais, elle a été plus dure, hein, celle-là. » On est correct. On garde le cap. Oui, puis en même temps, ça prend des personnalités qui sont capables de faire la part des choses. Puis, c'est sûr que sur une commission spéciale, ce ne sont que des représentants du pouvoir législatif. Il n'y avait pas de ministre. Donc, déjà, ça aide. Je veux dire, à ce stade-là, c'était une commission du pouvoir législatif uniquement. Okay. Fait que des fois, eux autres, ils pouvaient être frustrés, les représentants, c'est-à-dire les députés de la partie ministérielle, parce qu'on pouvait avoir posé une question difficile à un de leurs collègues, mais c'était pas à eux directement que ça avait été posé. Fait que globalement, franchement, on avait un grand savoir-être entre nous. Okay. Puis Jeffrey puis moi, on était très soucieux de maintenir ce climat-là. Ouais. OK. Ça a quand même pris pas mal, ça a abouti en 2014, ça fait avec le projet de loi. Le projet de loi, c'est ça. Ça fait qu'en fait, c'est juste après, en plus, que ça a été frustrant pour toi, parce que tu as été au pouvoir pendant 2 ans là-dessus. Ah oui, mais en fait, c'est tout comme. Là. On peut faire cette histoire-là, c'est absolument incroyable. Un jour, je vais écrire un roman, c'est sûr. Sur quoi? Sur les... Bien, c'est parce qu'il y a eu 2 changements de gouvernement à travers le processus. Fait qu'on a fait la commission spéciale. Oui. On a déposé notre rapport après des travaux qui se sont étalés de décembre 2009 à mars 2012. Le 22 mars 2012, le jour de la plus grande manifestation des Carrés rouges. C'était la même journée où on a déposé notre rapport. Donc, c'était les 2 sujets partout dans les manchettes. C'était très, très intéressant. Il y avait une grande effervescence démocratique cette journée-là. Fait que, bref, mars 2012, le gouvernement de Pauline Marois, dont je vais faire partie, est élu en septembre 2012, donc à peu près 6 mois après le dépôt du rapport. Je suis nommée ministre des Services sociaux, responsable de piloter, à la demande de Mme Marois, la suite du rapport. Donc, j'élabore le projet de loi. On dépose le projet de loi en juin 2013. Et on travaille tout l'automne, on travaille le début de l'hiver. Et nous sommes rendus, on a fait les auditions, on a fait l'étude détaillée, on est revenu à l'Assemblée et on est à l'adoption finale du projet de loi, probablement à 2 heures de maximum de travaux. Et c'est la journée du dépôt du budget. Nous sommes un gouvernement minoritaire. Il manquait 2 heures de débat? Oui, maximum, avant à peu près. Au vote? Parce qu'il restait un certain nombre de députés qui voulaient s'exprimer. Parce que là, la partisanerie est un petit peu revenue, il faut quand même le dire. Okay. Donc là, les députés libéraux prenaient tous la parole un après l'autre. Et donc, parce que je pense qu'ils étaient conscients qu'après le dépôt du budget, on allait fort probablement partir en élection et ils ne voulaient pas que cela puisse être dans notre bilan nécessairement. Enfin, je ne peux pas leur prêter d'intention, mais il y avait un grand intérêt de la part des députés libéraux de prendre chacun leur tour la parole et c'est ce qui était tout à fait légitime parce que pour un enjeu comme celui-là, chacun a le droit de s'exprimer, bien sûr, mais on ne saura jamais, c'est ça, toutes les motivations qui étaient derrière ça, mais tout ça pour dire qu'on était à peu près à 2 heures d'adopter le projet de loi quand le budget a été déposé après toutes ces années de travail. Tu t'en rappelles? Ben oui, mais ce qui était incroyable, c'est que tout le monde me passait à côté en me disant, parce que j'étais dans tous mes états,
Voyons, Véronique, une petite tape sur l'épaule. Les sondages sont super bons pour nous. On part en élection. Nos chances d'être élus sont très grandes. Je veux dire, on s'en irait pas en élection sinon. Ben oui, je veux bien. Tout ça, on est confiant. Ça va être formidable. Mais on se souvient que finalement, les choses n'ont pas tourné comme on l'aurait souhaité. Nous avons été battus après 1 an et demi de pouvoir tout juste. Et donc, c'était... Le soir de la défaite, en passant à ça aussi. Exactement. Mais quand je dis que la force, que la confiance, mais que la population met, quand elle met sa confiance dans des élus, bien, ça a joué énormément. Parce que pendant la campagne électorale, les gens nous écrivaient aux libéraux pour dire « Hey, là, on espère que ça, qu'importe qui ressort gagnant, il n'y a personne qui va abandonner ça. » Fait que ça a joué une pression. Puis ce qui est formidable, puis il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que le gouvernement libéral avait comme ministre, donc le nouveau gouvernement, Gaétan Barrette. Gaétan Barrette et moi, alors qu'il était président de la Fédération des médecins spécialistes, avions bien collaboré sur cet enjeu-là. Il était tout à fait favorable à l'aide médicale à mourir, avait souligné le bon travail dans le rapport, dans le projet de loi. Et donc, quand il est arrivé, il s'est engagé avec son gouvernement à reprendre le projet de loi, pas du début, mais où il était rendu. Et il a même laissé mon nom sur le projet de loi. Fait que ça, il faut reconnaître ça. C'est dans les annales, je crois, le seul projet de loi qui a 2 noms comme porteur, parce qu'on a le nom de la prédécesseur et le nom du nouveau ministre. Puis ça a été un très, très beau moment de parlementarisme quand on a adopté la loi. Donc, finalement, en juin 2014, après tous ces soubresauts. Aïe. C'est tellement touchant, tellement émouvant, toute cette histoire-là. C'est vraiment une histoire du parlementarisme assez incroyable. Non, mais c'est vrai écrire un livre là-dessus. C'est ce que je dis, oui, c'est ça. Vraiment? Oui, c'est sûr que je vais consigner tout ça. Aïe, bravo. Ben, moi, j'ai le goût de dire bravo à la société québécoise parce qu'honnêtement, oui, ça a pris une impulsion puis une vision, mais c'est-à-dire que tout le monde s'est donné la main, les hommes professionnels. On était rendus là. Oui, le Québec était rendu là. Les associations, la population est embarquée, les médias ont couvert tout cet enjeu-là de manière très responsable. Puis les gouvernements se sont donné la main aussi pour qu'on y arrive. Fait que il y a quelque chose de très beau là-dedans, comme quoi collectivement, on est capable de faire des choses qui nous amènent hors des sentiers battus aussi, puis qu'on est capable d'assumer notre rôle pleinement de précurseur dans nos assises clairement établies aussi dans nos compétences, parce qu'il ne faut pas oublier que certains aussi disaient « Mon Dieu, le Québec s'embarque là-dedans, mais il y a un code criminel, puis tout ça. » Puis moi, j'étais tout à fait confiante qu'avec nos compétences en santé, en droit civil, on était capable, parce que c'était dans une logique justement d'accompagnement de la personne sur un spectre continuum de soins de santé. Fait que bref, oui, c'est une très belle expérience dont je suis encore très, très heureuse, voire émue de parler. Ben écoute, puis là, tu t'es relancé dans une autre affaire après. Ouais. J'ai comme pris goût à ça. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que je sais un peu comment. Comment je dirais ça? Mais ça, bon, ça, c'est plus dans ta. Comment je dirais ça? Un tribunal spécialisé pour les victimes de violences sexuelles. Bon, t'es avocate. Bon, c'est plus dans ton. Comment je dirais ça? Dans mon expertise professionnelle. L'autre, c'est dans mes intérêts personnels. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, comment c'est arrivé? T'sais, nous, on en parle souvent à Ottawa. Puis moi, des fois, je potasse les statistiques des CALAC. Puis, effectivement, je dirais les statistiques, 5% des femmes qui sont victimes de violences sexuelles portent plainte. Puis 3 personnes sur 1000 qui portent plainte vont aller au bout du processus, puis avoir une condamnation. C'est 3 sur 1000 dans les 5% qui portent plainte. C'est quand même débile. C'est un peu ça, j'imagine. En fait, c'est vraiment un parcours de la combattante incroyable. Oui, clairement. Puis, en fait, pourquoi se rembarquer là-dedans? Bien, moi, je dis souvent que d'être dans l'opposition, ça, je ne sais pas toi comment tu vis ça, mais ça stimule la créativité. Tu as raison. Tu n'as pas tous les pouvoirs en main. Donc, ça force à te creuser les méninges sur comment tu peux faire advenir des changements, alors que tu n'as pas tous les pouvoirs, tu n'as pas tout l'appareil administratif aussi qui peut te soutenir. Donc, je vais juste faire un aparté là-dessus. Tu sais, moi, j'ai passé la dernière année à me promener à travers le Québec pour parler de la crise du logement.
parce que je trouvais que ça n'avait plus de bon sens, qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Puis je suis parti avec mon bâton de pèlerin, avec mon adjointe. On a fait le tour du Québec. Puis là, mon rapport, il est prêt. Je le sors dans 2 semaines. Ah, ouais. Je vais rencontrer le ministre. Puis je vais dire, gars, moi, j'ai 12 recommandations. Tu peux les prendre, sont tatoués. Si ça peut aider, tant mieux, tu sais. Mais bon, exactement. Quand tu es au pouvoir, c'est pas toujours évident, là, confronter ton gouvernement ou ta gang. Là, moi, je suis dans l'opposition. Ça me dérange pas que tu les prennes. Même au contraire, je serais très content oui. des propositions. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça t'amène dans c'est exactement des initiatives, là. C'est ça. Puis, je veux dire, c'est formidable d'être au pouvoir, au gouvernement, puis d'avoir tous les leviers que ça m'a permis d'amener le projet de loi. Là, ça, c'est sûr. Mais il y a aussi, tu sais, cette espèce de conviction que, wow, tu sais, je suis une des personnes qui a cette chance-là d'avoir la confiance des gens, d'être élu. Fait que je vais faire le maximum avec, puis adviendra ce qui adviendra. Fait que bref, ça, c'est dans un contexte, c'est dans le contexte, dans le fond, de MeToo, là, du mouvement MeToo. Et moi, j'ai une réflexion qui s'entame en me disant, wow, tu sais, s'il y a autant de femmes et aussi un certain nombre d'hommes aussi qui ont pris la parole, via ce mouvement-là sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a une nécessité que la parole se libère autour de ça. Il y a de toute évidence une prévalence extrêmement grande de ces réalités-là absolument inacceptables des violences sexuelles. Et il y a aussi quelque chose dont on doit tenir compte, c'est que ces femmes-là qui ont décidé de saisir les réseaux sociaux ont décidé d'aller vers ça et non pas vers le système de justice. Il y a des raisons pour ça. Elles ne sont pas obligées d'aller vers le système de justice, mais forcées de constater que cela est une indication aussi d'une certaine désaffection. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rebâtir cette confiance-là et comment on peut permettre à ce qu'il y ait vraiment un sentiment de justice retrouvé pour toutes ces victimes-là. Donc, j'ai commencé à me questionner puis à me dire, c'est clair que les tribunaux n'ont pas été créés, pensés à l'origine pour les cas de violences sexuelles et conjugales. Je veux dire, il y a 200 ans, il y a 300 ans, c'était pas ça qui occupait nos cours criminels. Hein? Bon, donc c'était les batailles, c'était les duels, c'était les affrontements, c'était les meurtres, c'était les bonnes mœurs. On n'était pas du tout dans cette réalité-là. Donc, est-ce que, évidemment, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer des tribunaux qui prendraient plus compte de la difficulté reliée au caractère très, très intime de ce type de crime-là, violence sexuelle et aussi violence conjugale, pour pouvoir s'adapter à la réalité des victimes plutôt que de toujours demander aux victimes de s'adapter au système? Et j'ai commencé à chercher, puis à fouiller. Puis, je me suis rendu compte, j'ai découvert qu'il y avait 2 endroits dans le monde qui avaient des tribunaux spécialisés. Donc, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande pour les violences sexuelles. Et là, je me suis dit, pourquoi au Québec, on ne pourrait pas s'inspirer de ces 2 réalités-là? J'ai découvert qu'il y avait une étudiante qui travaillait avec une prof de l'Université Laval, donc aux études supérieures, sur cette question-là. Ça fait que j'ai réfléchi à tout ça, puis j'ai décidé, le 8 mars 2018, la journée des droits internationaux des droits des femmes, de donner une entrevue pour mettre au jeu l'idée. Et puis, l'idée a rapidement, je dirais, trouvé des adeptes, a intéressé les gens de savoir, OK, comment ça marcherait, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis, si on est parti en élection, là, c'est la CAQ qui a été élue. Puis, en décembre 2018, quelques mois après l'élection de la CAQ, il y a eu de l'actualité autour de Gilbert Rozon. Il y a eu de l'actualité qui a indiqué que finalement, une seule plainte était retenue. Puis, ça a été une journée où le sujet est revenu à l'avant-plan. Et on m'a demandé, on m'a sollicité comment vous réagissez par rapport à ça. Puis, moi, j'ai dit, je tends la main à la ministre de la Justice pour qu'on réfléchisse ensemble, la ministre étant Sonia Lebel à l'époque,
sur la question des tribunaux spécialisés dont j'ai déjà parlé. Nous, on en avait reparlé en campagne électorale. C'est pas ça qui avait fait les manchettes. Mais on avait ramené l'idée pendant l'élection. Et donc, j'ai dit, moi, je pense que les victimes méritent qu'on travaille sur cet enjeu-là puis qu'on le travaille de manière transpartisane. Donc, je lui tends la main pour qu'on se crée peut-être un comité avec nous pour regarder ça. Et ce qui est génial, c'est que quelques jours plus tard, la ministre Lebel m'a contactée puis a dit, ben moi, je serais prête à saisir la main tendue puis qu'on regarde ça. Puis ensuite, ben on s'est adjoint des représentantes de Québec solidaire, Christine Labrie, et du Parti libéral, qui était Hélène David et par la suite Isabelle Melançon. Puis on a décidé de commencer à travailler ensemble. OK. Puis là, est-ce que... Je ne me rappelle pas du processus exact, mais avez-vous fait la même affaire comme avec... non, ça a été un peu différent. OK. Parce que justement, là, il y avait une ministre avec nous. Fait que c'était un modèle différent. Oui, il y a plein de modèles qui existent. Là. Ils ne peuvent qu'être répliqués s'il y a de l'intérêt. Non, mais c'est vrai. Tu sais, des fois, on a fait les pas, on a défriché avec des modèles pour travailler les choses. Fait que... ben là, en fait, ce qui était formidable, c'est que la ministre... OK, ça m'intéresse. Attends. Oui. Que la ministre ait accepté d'être là. Puis elle a fait partie du pouvoir exécutif. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est particulier parce qu'il n'y a comme pas... Il n'y a pas un risque, je veux dire, dans le sens... Oui, si elle s'engage là-dedans, elle veut avoir des résultats, mais elle veut que ce soit des résultats dans son sens à elle. Exactement. Elle pourrait-tu invoquer après? Finalement, on ne s'est pas entendu, fait que ça ne marche pas. Comment on s'en... Je sais pas, encore une fois, on a pris ensemble un pari, puis on s'est fait confiance. Tu la connaissais-tu, Sonia Lebel, avant? Peu. Oui, très peu. C'était pas un enjeu que vous connaissez. Ce que je veux dire, non, on n'avait pas, on se connaissait pas de temps. Non. Vous n'aviez pas de... Pas du tout. OK. Mais le courant a passé. OK. Puis, encore une fois, c'est comme si on a décidé de faire le pari de se faire confiance. Mais effectivement, tu soulèves un très, très bon point. Puis ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que, d'accepter de travailler sur une idée qui vient d'un autre parti. Oui. Quand tu es au gouvernement, déjà, ça prend de l'ouverture. Exact. Fait que ça, c'est bien. Je pense que c'est une femme intelligente qui a un bagage en droit criminel, qui est bien consciente aussi des limites et tout ça. Donc, elle aussi, elle était prédisposée à avoir une sensibilité pour ça. Oui, tout à fait. Ça avait été un homme. Puis, il y a eu plein d'hommes. Puis c'est Simon Jolin Barrette, finalement, qui a fait un projet de loi. Fait qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un bon appui de beaucoup d'hommes qui ont été solidaires aussi. Mais bref, je pense qu'elle avait vu aller l'idée. Elle avait vu que c'était quelque chose qui suscitait beaucoup d'intérêt, qui avait eu de l'adhésion, envers quoi il y avait eu de l'adhésion. Puis quand j'ai ramené l'idée, justement, là, en décembre 2018, dans la foulée des événements que je mentionnais, bien, en fait, encore une fois, ça a ressuscité de l'intérêt. Fait que je pense qu'elle s'est dit, OK, bien, il y a comme une base, puis on va peut-être être capable de travailler là-dessus, puis plutôt que de laisser ça se faire juste par un parti d'opposition, il y a un intérêt pour qu'on le travaille ensemble. Donc, je veux dire, c'est à elle qu'il faudrait poser la question, mais elle a vu que l'idée que j'avais mise de l'avant suscitait de l'intérêt, que ce serait bénéfique de la travailler ensemble. Je pense qu'elle, au-delà de la question des tribunaux spécialisés, parce que moi, j'avais dit, on y va sans a priori. C'était la même chose. Pour mourir dans la dignité, je ne suis pas partie en me disant, là, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une ouverture pour l'aide médicale à mourir. C'était juste, faisons le débat, puis regardons vers où ça va nous mener. Puis c'est ça. Et là, c'était la même chose. Mais moi, j'avais déjà mis au jeu cette idée-là des tribunaux spécialisés parce que j'y croyais. Je ne demandais pas tout le monde à déjà s'engager là-dessus, mais je me disais, regardons comment on peut mieux accompagner les victimes. Fait que bref, tu as tout à fait raison de dire, après cette longue parenthèse, qu'elle aussi a pris un pari. Ouais. Parce que là, elle a travaillé avec les 3 partis d'opposition. Elle a mis son pouvoir en jeu, puis sa réputation en jeu, parce que face à ses collègues, elle était en train, face à ses collègues du Conseil des ministres, puis son gouvernement, elle est en train d'un peu se mettre le bras dans le tordeur. Exact. Les autres pouvaient dire, ben là, garde-toi une petite gêne, parce que... Oui. Donc, c'est sûr que le gouvernement était d'accord, assurément. Puis je pense qu'il y avait aussi un intérêt de dire, c'est bon aussi qu'on soit dans le décor pour ces enjeux-là, là. Mais il y avait une véritable volonté de collaboration. Mais c'est un autre modèle qui avait un niveau de complexité plus grand
Parce que effectivement, on a travaillé ensemble, on s'est adjoint. Quand tu dis vous avez travaillé, là, c'était différent, là, c'était pas une commission parlementaire. Vous avez fait des rencontres, vous avez invité des experts. C'est ça. Puis c'était à huis clos, c'était ouvert, je me rappelle pas exactement. C'était différent, effectivement. C'est que nous, on a dit, on est les 4 élus, on n'a pas toute l'expertise, puis là, on ne créera pas une commission spéciale parce qu'on a déjà un embryon de ce vers quoi on veut aller, puis le gouvernement est déjà prêt à s'impliquer dans le dossier. Donc, on va travailler d'une manière où on va s'adjoindre un groupe d'experts. Fait qu'on s'est adjoint un groupe d'experts avec une ancienne juge en chef de la Cour du Québec, Mme Corté, puis une prof en droit criminel de l'Université Laval. Qui ont été les 2 coprésidentes, on a nommé des membres de ce comité-là, différents horizons, tout ça, des victimes qui siégeaient aussi sur le comité. Ça a dû faire l'objet d'âpres négociations, j'imagine? Âpres, je dirais pas tant que ça, mais on a bien travaillé ça. Puis ce qui était très bien, c'est que le ministère de la Justice aussi s'impliquait pour encadrer un peu les choses au départ, pour bien partir les choses, là. Donc, fait que tout ça pour dire que, je veux dire, il y a eu des négociations, c'est sûr. Puis on a dit ça serait intéressant, puis bon, tout ça. Et on est allé, donc, vers ce comité d'experts-là. Puis là, on leur a confié. Là, eux ont comme travaillé, ont fait des consultations, ont rencontré plein de monde. Puis il y avait une ouverture quand même, là, mais avec les CALAC, les CAVAC, tout ça. Donc, il y a eu une consultation en ligne. Nous, on en a parlé. Il y a eu eux autres qui se sont promenés sur le terrain. Ils sont allés voir plein de groupes. Puis, nous, périodiquement, on se rassoyait avec le comité, on travaillait avec eux. Puis, finalement, ils nous ont remis un rapport. Le rapport Rebâtir la confiance, on se l'est approprié, on a fait une conférence de presse commune. Et c'était clair. Et il y avait eu un changement de ministre entre-temps. Donc, c'était maintenant Isabelle Charret, Conditions féminines, qui portait le dossier. Parce que Mme Lebel était maintenant au Trésor, puis ils ont passé le flambeau. Finalement, on a fait une conférence de presse pour dire qu'on endossait les recommandations. OK, mais ça, juste un détail, mais comment ça s'est passé, ce changement de garde-là? Pour vous autres, ça n'a pas rien changé. Les travaux étaient trop avancés. C'était décevant dans le sens où tu as une synergie, tout ça. Puis là, tu dis, OK, qu'est-ce que ça va changer? Puis même chose qui est arrivée au Parti libéral. Mme Hélène David a été nommée sur la commission Laurent. Donc, elle n'a pas pu continuer le processus. Donc là, c'est Isabelle Melançon qui est entrée. Fait que c'est sûr que ça commande des ajustements, mais finalement, les choses se sont tout aussi bien passées avec Isabelle Charret puis Isabelle Melançon. Donc, la synergie est restée bonne. Et puis, le travail s'est poursuivi. Puis d'avoir, dans le fond, un comité d'experts, ça a été vraiment aidant parce qu'il y a eu une permanence à travers tout ça. Mais ce qui est formidable, c'est que, oui, l'exécutif, donc la représentante du pouvoir exécutif, a regardé les recommandations, c'est pas ingéré dans tout ça. Puis, on a décidé que globalement, on allait dire tout le monde qu'on appuyait les recommandations et qu'on souhaitait que le gouvernement les adopte et que nous, on prenait notre bâton de pèlerine et qu'on allait rencontrer les différents ministres responsables pour que les changements adviennent rapidement au premier plan sur la question des tribunaux spécialisés qui ont été retenus dans les recommandations du rapport Rebâtir la confiance. Puis ça non plus, c'était pas gagné parce qu'au début, tous les experts qui étaient autour de la table n'étaient pas tous favorables aux tribunaux spécialisés. Il y en a qui avaient des réserves, il y en a qui ne connaissaient pas trop ça. Bon, il y en a qui se sentaient un peu remis en question, comme si ce qui se faisait en ce moment à la couronne ou dans les tribunaux n'était pas assez bon. Puis l'idée, c'était pas de dire ça du tout. Fait que finalement, ça aussi, ça a réussi à se frayer son chemin jusqu'au rapport. Et puis après, jusqu'au gouvernement, puis après jusqu'à un projet de loi du gouvernement. Puis ça a été une autre expérience extraordinaire parce que quand le gouvernement a finalement déposé un rapport à la suite, pas un rapport, mais un projet de loi à la suite du rapport, le ministre Simon Jolin Barrette, qui était le nouveau ministre de la Justice, avait devant lui 3 députés de l'opposition qui avaient été partie intégrante des travaux. Donc, je dirais qu'on connaissait pas mal bien la matière et disons que le projet de loi s'est bonifié grandement. D'ailleurs, je donnais ça comme exemple à mes étudiants à l'université
quand je leur explique le processus législatif, à quel point on a un rôle comme opposition pour amener des amendements, pour changer les choses. Et dans ce cas-là, le projet de loi a augmenté par 3 fois de contenu, de nombre de pages, de nombre de dispositions, parce qu'on avait beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles dispositions à mettre. Tu veux dire que, il y a eu le travail en comité avant que le projet de loi soit déposé. Puis une fois qu'il a été déposé, là, on a le travaillé. Oui, parce que, disons que c'était très... Oui, c'est ça. Le ministre avait fait ça minimal. Mais nous, on voulait être sûr... OK, parce que c'était passé dans une espèce de tordeur. Entre votre rapport de comité... le rapport, il touche plein de choses qui ne peuvent pas juste être encapsulées dans un projet de loi sur les tribunaux spécialisés. C'est l'accompagnement, c'est les ressources, c'est une ligne téléphonique de soutien, c'est avant que tu ailles au poste de police, c'est tout l'accompagnement sur l'ensemble du processus. Fait que ça fait partie de la réflexion sur les tribunaux spécialisés. Mais le ministre, il a fait quelque chose, je dirais, d'assez succinct. Voici. Mais nous, on avait une volonté de lier clairement le gouvernement par rapport à plusieurs enjeux et obligations. Puis il y a eu une belle ouverture. Donc, on a réussi quand même à bien travailler les choses puis bien les améliorer. Mais ça aussi, ça a été un processus formidable parce que l'expertise était vraiment autant du côté de l'opposition que du côté du gouvernement. Parce que des fois, il y a un déséquilibre. Le gouvernement, il y a toute une bande de juristes, de légistes, de professionnels, d'experts qui viennent l'alimenter. Mais là, nous, on baignait là-dedans depuis... plus d'une année, 1 année et demie. Donc, on avait beaucoup de... Fait que ça a été un beau travail de collaboration aussi. OK. Bien, bravo, encore une fois. Simonac, super réussite. Oui, mais c'est ça. Mais, tu sais, il faut se donner... je sais pas, se donner cet espace-là d'essayer des choses. Puis, on est tellement des fois dans nos ornières habituelles en politique, tu sais, c'est œil pour œil, dent pour dent, puis on peut pas faire confiance. Puis c'est la méfiance, c'est ça qui nous guide, parce que aussi en politique, tu dois te différencier. Tu es toujours dans la course à la différenciation, puis dans la course à la meilleure idée, puis là, mon Dieu, si l'autre s'accapare de mon idée, je vais perdre en capital politique, puis tout ça. Mais des fois, il faut se rendre compte qu'il y a des sujets sur lesquels il faut transcender ça, puis les gens vont être tellement reconnaissants de ce travail-là qu'ils vont aussi y donner un sens et que ça va se répercuter aussi sur la confiance que les gens peuvent avoir envers toi ou envers ta formation politique. Fait qu'il faut, je pense, se donner cet espace-là pour essayer des choses parce que, comme je le dis toujours, le pire qui peut arriver, c'est que ça ne marche pas. Puis, OK, peut-être que je me serais fait avoir. Ouais. Tant pis. Qui va porter l'odieux de ça? Non. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu vois-tu d'autres sujets, mettons, dans l'actualité politique en ce moment, tu vois-tu d'autres enjeux qui pourraient faire l'objet d'une approche comme ça? Oui, je vois. Moi, je pense que toute la question des relations avec les nations autochtones, je pense qu'il y aurait vraiment un travail de fond à faire. Puis de ne pas être là... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas énormément de partisanerie à faire là-dedans. C'est vraiment plus d'établir nos relations de nation à nation, puis comment on les voit. Puis je pense qu'il y aurait vraiment place à l'innovation encore pour le faire, justement, en cohabitant représentants de l'Assemblée nationale et représentants des Premières Nations et de la nation Inuit pour voir, OK, comment on est capable de travailler sur certains enjeux qui nous touchent dans nos relations. Ça, je trouve que ça serait vraiment intéressant. Moi, toute la question aussi de comment, je dirais, on soutient les personnes qui vivent avec une déficience, avec un trouble du spectre de l'autisme, toute la transition à l'âge adulte, dans la nouvelle vie. Je pense que, franchement, on serait capable de mieux travailler ça de manière transpartisane. Oui, il y a eu des gouvernements qui ont peut-être investi, pas assez investi, puis tout ça, mais je pense que l'intérêt supérieur de ces personnes le commanderait. Même chose peut-être pour le maintien à domicile. Si on est capable de s'ouvrir puis de ne pas être juste dans attaquer l'un et l'autre pour les investissements, mais de voir, wow, le vieillissement de la population, c'est un véritable enjeu qui est énorme. Puis est-ce qu'on est capable donc de se donner des moyens collectifs pour prendre un virage important vers le maintien, le soutien à domicile, pour un paquet de valeurs qui sont essentielles pour prendre ce virage-là. Donc, ça, je pense aussi. Donc, mais c'est sûr que plus quelque chose est politisé, le logement, ce serait formidable, mais c'est tellement politisé. Il y a tellement eu, je dirais,
de visions différentes qui se sont affrontées. Un projet de loi au Québec 31 qui a fait l'objet de beaucoup de débats, de partisanerie, puis avec raison, parce que les positions étaient très différentes. Donc, tu sais, c'est pas une recette qui pourrait marcher à tout coup, mais il y a quand même des enjeux pour lesquels on pourrait y arriver. Puis moi, je trouve que l'Assemblée nationale devrait se donner le défi d'en créer une commission spéciale, idéalement une fois par année, mais minimalement une fois aux 2 ans, pour en avoir au moins une ou deux par législature qui produit des résultats. C'est une expérience parlementaire formidable. Ça réconcilie en partie les citoyens avec la politique parce qu'ils sont partie prenante. Puis ça fait des vrais résultats. Ça mène à des vrais résultats, là. Parce que la commission Mourir dans la dignité, on a eu une deuxième petite commission Mourir dans la dignité pour amener la question de la demande anticipée puis tout ça, qui s'est terminée, celle-là, en 2022. Fait que la première commission, elle a eu lieu, puis plusieurs années plus tard, on a décidé, OK, il y a des nouveaux enjeux qui font surface, on va se réinspirer de ce modèle-là, puis encore une fois, ça a produit des résultats avec des changements à notre loi. Fait qu'il faut se faire... effectivement, tu sais, je pense à... Effectivement, nous, à Ottawa, ces débats-là, l'aide médicale à mourir, ça a été abordé en comité. Luc, il a eu à faire face à ça. Puis, les échos que j'ai de ce qui se passe en comité, c'est hyper clivant. Tout le monde est de son bord, puis ça tire chacun de son bord, des rapports dissidents. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été possible à Ottawa que ça se fasse dans un climat aussi harmonieux que toi, tu l'as réussi. Je me demandais, penses-tu le fait que tu es une femme? Penses-tu que ça... parce que je l'ai parlé avec Mme Marois quand elle est venue ici, les femmes en politique, l'enjeu de femmes en politique, quelle couleur ça amène. Mme Marois parlait, on a une sensibilité, une approche différente, peut-être plus conciliante de façon générale. Penses-tu que ça a joué dans... En fait, je pense que c'est des questions passionnantes, là, les femmes et les hommes en politique. Puis on pourrait faire toute une autre heure de podcast là-dessus. Mettons qu'on fait 3 minutes là-dessus. Là. Mais en fait, la base, c'est d'avoir une classe politique qui est vraiment représentative de la population. Puis moi, je crois que globalement, pourquoi on souhaite la parité en politique, c'est pas parce que les femmes sont meilleures que les hommes, mais c'est parce que les femmes peuvent avoir des préoccupations un peu différentes, des approches un peu différentes, au même titre où on veut des gens issus de la diversité, où on veut des gens de tous les âges. C'est ça qui fait une classe politique foisonnante. C'est ça qui fait qu'il y ait des artistes, puis qu'il y ait des gens d'affaires, puis qu'il y ait une représentation aussi qui est en phase avec la société puis son évolution. Fait que quand tu arrives, tu as tes caractéristiques comme femme, tu as tes sensibilités. Toutes les femmes sont pas faites sur le même modèle. Puis d'avoir une diversité de femmes, ça donne aussi une masse critique, comme on a depuis des temps immémoriaux, beaucoup d'hommes et une certaine diversité d'hommes. Je veux dire, au début, il n'y avait pas une grande diversité d'hommes. Tranquillement, il y en a des plus jeunes, il y en a issus de la diversité, il y en a qui ont toutes sortes d'allégeances, de croyances, de réalité. Non, il y en a 2 qui sont au Bloc québécois. C'est ça. Voilà, tu sais. Mais en tout cas, il y a une grande valeur là-dedans. Fait que la question, je dirais, c'est que moi, je suis arrivée en politique en me faisant J'avais pris l'engagement avec moi-même que je resterais moi-même. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'en politique, tu ne fais jamais de compromis, puis tout ça, mais que je resterais une citoyenne en politique, puis que je me rappellerais que les gens regardent la classe politique puis espèrent qu'on est capable de travailler de certaines manières, puis qu'on est capable de rester fidèle aux convictions qui nous ont amenés là, puis qu'on est capable de ne pas tomber dans la joute ultra-partisane quand on trouve que ça fait juste créer du cynisme plutôt que d'encourager les gens à s'intéresser à la politique. Fait que tout ça, j'ai porté ça en moi. Puis moi, une des raisons pour lesquelles je suis allée en politique, au-delà de la souveraineté puis de la social-démocratie, c'est oui pour qu'il y ait plus de femmes. Moi, j'étais relativement jeune, j'étais à la mi-trentaine. Et que aussi, il y a une approche, pas juste parce qu'il y aurait plus de femmes, mais qu'on se donne le loisir en politique de revoir nos manières de pratiquer la politique. J'y croyais profondément. Pourquoi? Pour lutter contre le cynisme. Puis je pense que lutter contre le cynisme, c'est lutter aussi pour dire aux gens, vous avez encore raison de croire en la démocratie. Puis ultimement, si vous y croyez plus, c'est comme si vous croyez plus dans votre pouvoir citoyen de changer les choses. Fait que tout ça pour dire que j'avais tout ça qui me portait en politique. Fait que quand je suis arrivée, j'avais mes caractéristiques personnelles, j'avais, oui, mes caractéristiques de femme, puis j'avais ces caractéristiques-là et ces volontés-là
d'approcher les choses d'une manière différente pour pouvoir, je dirais, revoir cette ultra-partisanerie. Fait que ça m'a guidée dans beaucoup de mes actions. Wow. C'est comme un mélange de caractéristiques. OK. Écoute, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Bon, écoute, en fait, j'aurais le goût... écoute, c'est vraiment... Je t'écouterais parler pendant des heures. Sérieux, merci, Denis. Non, mais c'est T'es vraiment bon pour mon estime mais non, de mais moi. c'est vraiment facile. Je veux dire, moi, j'ai même pas besoin... Moi, je suis pas vraiment un animateur. Je suis pas vraiment bon. Mais j'ai pas besoin. Avec toi, tu te lances tout seul, puis ça va bien. Puis, tu sais, honnêtement, tout ce que j'avais envie d'entendre de toi, tu l'as déjà dit. Écoute, j'aurais envie... Peut-être dans 2 minutes, je l'ai demandé à du monde que tu me fasses... Pourquoi c'est important, l'indépendance en 2024? L'indépendance en 2024, c'est plus important que jamais. Oui, vas-y donc, pourquoi, voir? Moi, en fait, j'ai mon explication des raisons pour lesquelles l'indépendance est fondamentale, ça tient dans ce que j'appelle la maison des raisons. Donc, il y a comme 3 étages de raisons. Il y a les bases, les fondements, le solage. Pour moi, c'est tout ce qui a trait à notre unicité de Québécois dans l'univers de l'Amérique. Donc, cette unicité-là, ces bases-là d'un peuple qui parle français, qui continue à se battre pour sa langue, pour sa culture, pour son patrimoine, qui sont vraiment au cœur de notre identité. Les premières raisons qui ont amené nos inspirations, les René Lévesque de ce monde et ceux qui les ont précédés, de s'investir dans cette cause-là, c'est-à-dire de continuer à exister avec toute notre unicité et tout ce qu'on a à offrir et à être. Et ce peuple-là de combattants, depuis si longtemps, qui a continué à exister, ben c'est le solage. Je veux dire, c'est les fondements de la cause de l'indépendance, de pouvoir continuer à exister avec notre langue, avec notre culture. Il y a le deuxième étage de raisons, qui sont toutes les raisons liées à la liberté d'action. La liberté d'action politique, la liberté d'action économique, la liberté d'action culturelle. Donc, c'est juste de dire que, comme on l'entend beaucoup, une nation normale a le droit d'avoir tous les pouvoirs normaux d'un État normal. Donc, c'est de dire, dans une foule d'enjeux, ben nous, on ne voit pas les choses de la même manière. On n'est pas meilleur ou pire que les Canadiens. On ne voit juste pas les choses de la même manière. Puis, on devrait être capable, comme nation qui existe en elle-même, pour elle-même, par elle-même, de faire ses choix, d'avoir le droit de dire, ben, compte tenu de notre territoire, de notre réalité, de nos sensibilités, ben, voici comment on veut se gouverner. Puis ça, à tous les jours, il y a des exemples qui montrent comment on pourrait faire des choix différents qui amènerait une réalité différente, qui répondrait beaucoup mieux aux besoins et aux aspirations des Québécois. Et fait que ça, c'est le deuxième étage. Puis le troisième étage, qui fait que c'est encore plus d'actualité que jamais, comme si les 2 premiers ne nous le montraient pas déjà assez, bien, c'est toute l'importance que prend l'espace international, les débats qui s'amènent dans un espace où les forums internationaux, les enjeux dépassent les frontières, qu'on pense à l'environnement, qu'on pense aux solidarités internationales pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Je veux dire, le Québec a une voix forte à faire entendre là-dessus, sa propre voix, mais une approche singulière, une approche où ses preuves sont faites. Et moi, je pense que le Québec a un intérêt à se faire entendre dans le monde, et je pense que le monde a un intérêt à entendre la voix du Québec. Et quand on voit les jeunes, puis ils ne savent pas trop comment prendre ça, la question de l'indépendance, puis est-ce qu'ils y croient, puis pourquoi? Parce qu'ils sont dans un univers où eux, ils ont le goût, puis moi, je fais partie de cette mouvance-là aussi, de toujours connaître d'autres cultures, de toujours aller voir ailleurs comment les choses se font. Mais pour avoir cette main tendue-là, ces échanges-là, puis qui restent riches, bien, il faut aussi que toi,
ta propre identité existe, parce que si on devient tout un magma pareil dans le grand univers de ce monde-là de plus en plus globalisé, bien, ces distinctions-là n'existeront plus. Et donc, c'est le fun de mettre des choses en commun, c'est puissant de mettre des choses en commun, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de garder à travers ces mises en commun-là notre réalité puis notre identité propre, au même titre où on se bat pour la rainette, puis on se bat pour toutes sortes d'espèces en péril parce qu'il y a une force à la diversité de notre écosystème puis notre environnement. Bien, la diversité culturelle puis entre les nations, elle est forte aussi, puis elle est porteuse d'une très grande richesse. Donc, le Québec est porteur de cette richesse-là et il a cette voix-là unique à faire entendre. Donc, je pense que c'est très actuel aussi de voir les choses de cette manière-là et de porter ce combat-là. C'est un combat qui est totalement inscrit dans les combats les plus modernes que l'on peut porter. Écoute, je suis tellement baba de ce que tu viens de dire, là, que j'ai pas envie de rien rajouter. Moi, je l'ai déjà fait, mon pitch sur l'indépendance que tu viens de faire là. On va le clipper, ça va être tellement bon, là. Je l'avais jamais entendu de même. C'est vraiment bon. Véronique, merci infiniment de ta présence, Denis, de ton temps, de ton engagement pour toutes tes réalisations. Tu sais, tantôt, je vais le dire, là, mais c'est parce que j'ai ton CV ici. Ça aurait pu prendre 3 heures juste lire ton CV parce que, tu as été ministre, tout ça, mais avant la politique, tu as fait un paquet d'affaires. En tout cas, écoute, tu es éloquente, j'aime la façon dont tu parles, je suis en admiration devant les combats que tu as menés. Puis écoute, je suis content que peut-être, probablement que tu l'as déjà dit ailleurs, puis le monde te connaît de ça, mais je suis content qu'on puisse avoir eu dans cette petite heure-là un concentré de comment tu as abordé la politique, puis c'est très... moi, en tout cas, ça va être bon pour moi. Bien, c'est vraiment un concentré des éléments qui me tiennent vraiment à cœur. Puis merci beaucoup de cette invitation-là, de cette écoute-là, de cette main tendue-là. Je pense que c'était riche. Puis merci beaucoup de ton écoute. Hey, merci infiniment, Véronique Yvon. Merci pour ta présence. Merci.